Imaginez-vous réveiller un matin et vous regardez dans le miroir pour découvrir qu'une étrangère vous fixe en retour. Pas physiquement, le visage est familier, les traits inchangés, mais quelque chose de plus profond, de plus essentiel, est devenu méconnaissable. La femme dans le reflet porte des blessures qui se sont gravées si profondément dans sa psyché qu'elle ne se souvient plus de qui elle était avant que la douleur ne commence. Il ne s'agit pas simplement de chagrin d'amour ou de déception. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, le démantèlement systématique de l'âme féminine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes semblent traverser la vie en portant des chaînes invisibles? Pourquoi se retrouvent-elles à répéter les mêmes schémas destructeurs, à attirer les mêmes relations toxiques, à faire les mêmes choix d'autosabotage, comme si elles étaient piégées dans une boucle infinie de tourments psychologiques? La réponse ne réside pas dans leurs circonstances, mais dans ce que Carl Jung appelait l'anima blessé, l'archétype féminin qui, lorsqu'il est endommagé, crée une cascade de comportements inconscients capables de détruire la vie d'une femme de l'intérieur. Imaginez cette scène. Vous observez une femme qui vous tient à cœur, peut-être est-ce vous prendre des décisions qui semblent aller à l'encontre de son propre bien-être. Elle choisit des partenaires qui la diminuent. Elle accepte des emplois qui étouffent son potentiel. Elle se sacrifie constamment pour les autres tout en négligeant ses propres besoins les plus fondamentaux. Et quand vous lui demandez pourquoi, elle vous regarde avec des yeux vides et dit « Je ne sais pas, c'est plus fort que moi ». Cette phrase « c'est plus fort que moi » révèle l'une des vérités les plus troublantes de la condition humaine. Nous ne sommes pas toujours maîtres de nos propres actions. Nos blessures profondes, ces traumatismes psychiques que Jung appelait les complexes autonomes, prennent littéralement possession de notre psyché et dirigent nos vies depuis les ombres de notre inconscient. Mais voici le paradoxe qui devrait vous glacer le sang. Plus une femme est blessée, plus elle devient inconsciente de ses propres blessures. C'est comme si la psyché, dans un mécanisme de protection désespéré, créait une amnésie sélective autour de la douleur. Elle oublie non seulement ce qui lui est arrivé, mais qui elle était avant que cela n'arrive. Elle devient une étrangère à elle-même, vivant une vie qui n'est pas vraiment la sienne, guidée par des forces qu'elle ne comprend pas. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange de vivre la vie de quelqu'un d'autre? De vous réveiller un jour et de réaliser que les choix que vous avez faits, les relations que vous avez construites, la personne que vous êtes devenue, rien de tout cela ne semble vraiment vous appartenir? C'est le signe que votre anima, votre essence féminine profonde, a été blessée si gravement qu'elle s'est retirée dans les profondeurs de votre inconscient, vous laissant naviguer dans le monde avec seulement un fragment de votre véritable moi. Jung disait que chaque femme porte en elle un potentiel infini de création, d'intuition et de transformation. Mais quand ce potentiel est blessé, il ne disparaît pas, il se retourne contre elle. L'énergie créatrice devient destructrice. L'intuition devient méfiance maladive. La capacité de transformation devient une compulsion à s'autodétruire. Et voici la question qui devrait vous hanter. Combien de femmes dans votre entourage vivent cette tragédie silencieuse? Combien portent le masque de la fonctionnalité tout en mourant lentement à l'intérieur? Et plus important encore, êtes-vous l'une d'entre elles? Car si vous l'êtes, si vous reconnaissez en vous cette étrangère dans le miroir, alors vous devez savoir quelque chose d'absolument crucial. Votre blessure n'est pas votre destin. Jung a passé sa vie à cartographier les territoires obscurs de la psyché humaine et il a découvert quelque chose de révolutionnaire. Il existe un chemin de retour. Cette étape précise qui peut ramener une femme blessée vers sa véritable essence, vers cette force primordiale qui sommeille en elle depuis le début. Mais attention, ce chemin n'est pas celui que vous pensez. Il ne s'agit pas de positive thinking ou de techniques de développement personnel superficielles. Il s'agit d'une descente terrifiante dans les profondeurs de votre propre inconscient, d'une confrontation avec les démons que vous avez passé votre vie à éviter. C'est un voyage qui exigera de vous que vous mouriez symboliquement à qui vous pensez être, pour renaître à qui vous avez toujours été destiné à devenir. Êtes-vous prête à découvrir pourquoi tant de femmes restent prisonnières de leurs propres blessures et comment les plus courageuses d'entre elles trouvent le chemin vers leur libération? Pour comprendre la profondeur de cette tragédie, nous devons d'abord examiner ce que Jung appelait la grande blessure originelle de la psyché féminine. Cette blessure ne commence pas avec un événement traumatisant spécifique, bien que de tels événements puissent l'aggraver considérablement. Non, cette blessure commence bien plus tôt, dans les premières années de la formation de l'identité, quand une petite fille apprend inconsciemment qu'être authentiquement elle-même n'est pas sûr.
Imaginez une enfant de 5 ans qui exprime naturellement sa joie, sa colère, sa curiosité sauvage, son besoin d'exploration. Dans un monde idéal, ces expressions seraient accueillies, célébrées, nourries. Mais dans notre réalité, que se passe-t-il? Les petites filles bien élevées ne se comportent pas ainsi. Tu es trop bruyante. Tu es trop intense. Tu demandes trop d'attention. Sois sage. Sois gentille. Sois invisible. Chaque fois qu'une petite fille entend ces messages, qu'ils soient explicites ou transmis par des regards réprobateurs, des silences glaciaux, ou des comparaisons avec d'autres enfants plus faciles, une partie de son essence authentique se rétracte. Elle apprend une leçon fondamentale qui va façonner toute sa vie. Je ne suis acceptable que si je supprime qui je suis vraiment. Jung comprenait que cette suppression ne se fait pas sans conséquences dévastatrices. L'énergie psychique qui était destinée à nourrir l'authenticité et la créativité se retourne vers l'intérieur, créant ce qu'il appelait des complexes autonomes, des fragments de personnalité qui opèrent indépendamment de la conscience et qui sabotent systématiquement les tentatives de la femme de vivre pleinement. Friedrich Nietzsche, dans sa brillante analyse de la condition humaine, parlait du ressentiment, cette rage rentrée qui naît quand on nous force à nier nos instincts les plus profonds. Chez la femme blessée, ce ressentiment ne se manifeste pas par de la colère externe, mais par une guerre psychologique interne impitoyable. Elle devient sa propre geôlière, sa propre juge, sa propre bourreau. Considérez la cruauté psychologique de cette situation. Une femme apprend dès l'enfance que sa valeur dépend de sa capacité à nier ses propres besoins, à minimiser ses propres désirs, à étouffer sa propre voix. Elle développe ce que les psychologues appellent un faux soi, une personnalité construite entièrement autour de ce qu'elle pense que les autres veulent qu'elle soit. Et plus elle perfectionne ce faux soi, plus elle s'éloigne de son essence véritable, jusqu'à ne plus savoir où finit le masque et où commence la vraie femme. Arthur Schopenhauer observait que la souffrance humaine naît principalement de notre incapacité à accepter la réalité telle qu'elle est. Mais pour la femme blessée, le problème est encore plus complexe. Elle ne peut même pas identifier quelle est sa réalité authentique. Elle a passé tant d'années à performer un rôle qu'elle a oublié qui elle est vraiment sous le costume. Cette disconnexion de soi crée un phénomène que Jung appelait la perte de l'âme. La femme continue à fonctionner. Elle va au travail, entretient des relations, accomplit ses responsabilités, mais quelque chose d'essentiel s'est éteint en elle. Elle ressent un vide chronique, une sensation persistante que quelque chose manque, mais elle ne peut pas identifier quoi exactement. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, découvrit que les humains peuvent endurer presque n'importe quelle souffrance tant qu'ils peuvent y trouver un sens. Mais la femme blessée fait face à une torture différente. Elle vit une vie qui n'a aucun sens authentique pour elle, parce que ce n'est pas vraiment sa vie. C'est la vie que d'autres ont conçue pour elle, qu'elle a acceptée par nécessité de survie psychologique. Le philosophe Jean-Paul Sartre parlait de « mauvaise foi », cette tendance humaine à se mentir à soi-même pour éviter la responsabilité terrifiante de la liberté authentique. La femme blessée devient une experte de la mauvaise foi. Elle se convainc qu'elle choisit de rester dans des situations qui la diminuent, qu'elle préfère donner plutôt que recevoir, qu'elle est naturellement moins importante que les autres. Mais voici ce que Jung comprenait et que peu de thérapeutes modernes saisissent vraiment. Ces mécanismes de défense ne sont pas des signes de faiblesse. Ils sont la preuve d'une intelligence psychologique remarquable. La petite fille qui apprend à supprimer son authenticité le fait parce que c'est la stratégie de survie la plus intelligente disponible dans son environnement. Le problème, c'est que cette stratégie, qui était adaptée à l'enfance, devient toxique à l'âge adulte. Carl Jung observait que ce à quoi nous résistons persiste. La femme blessée résiste inconsciemment à sa propre guérison parce que guérir signifierait abandonner les mécanismes de défense qui l'ont protégée pendant des décennies. C'est pourquoi tant de femmes restent piégées dans des cycles de souffrance, même quand des opportunités de changement se présentent. Inconsciemment, elles savent que la guérison exigera qu'elles deviennent vulnérables d'une manière qu'elles n'ont jamais osé être. Cette résistance à la guérison crée un paradoxe cruel. Plus une femme a besoin de guérir, moins elle est capable de reconnaître ce besoin. Son système de défense psychologique devient si sophistiqué qu'il lui cache sa propre souffrance. Elle développe ce que Jung appelait l'anesthésie de l'âme, une incapacité à ressentir pleinement ses propres émotions, ses propres désirs, sa propre douleur. Et c'est là que commence le véritable drame de sa condition. Mais les conséquences de cette blessure originelle s'étendent bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Elles infiltrent chaque aspect de l'existence de la femme,
créant une réalité alternative où elle devient complice inconsciente de sa propre diminution. Observez attentivement une femme blessée dans ses relations amoureuses. Elle ne choisit pas consciemment des partenaires qui la maltraitent, personne ne ferait cela délibérément. Non, quelque chose de beaucoup plus subtil et plus pervers se produit. Son système nerveux, conditionné par des années de suppression de soi, a appris à interpréter l'indifférence comme de l'amour, le contrôle comme de la protection, et l'émotionnelle distance comme de la stabilité. Son corps, cette intelligence primitive qui ne ment jamais, lui envoie des signaux d'alarme clairs quand elle rencontre quelqu'un de véritablement bienveillant. Danger, murmure son système nerveux. Cette personne veut voir qui tu es vraiment. Freeze. Et elle obéit, inconsciemment, se dirigeant vers des partenaires qui confirment sa croyance profonde qu'elle ne mérite pas d'être vue, comprise ou aimée pour qui elle est authentiquement. C'est ce que les neuroscientifiques appellent la neuroplasticité négative, le cerveau qui se reconfigure pour chercher automatiquement des preuves que nos croyances les plus sombres sur nous-mêmes sont vraies. La femme blessée développe littéralement des voies neuronales qui la dirigent vers la souffrance familière plutôt que vers le bonheur inconnu. Dans sa vie professionnelle, cette dynamique se manifeste d'une manière encore plus cruelle. Elle possède peut-être un talent extraordinaire, une intelligence remarquable, une créativité débordante, mais quelque chose l'empêche systématiquement de briller. L.S.E. Sabot, just avant less moments cruciaux. Elle minimise ses accomplissements. Elle attribue ses succès à la chance plutôt qu'à sa compétence. Elle dit oui à des projets qui l'épuisent et non à des opportunités qui pourraient la révéler au monde. Pourquoi? Parce que briller, réussir, être vu, tout cela active une terreur primitive gravée dans son système nerveux. Si je deviens trop visible, trop puissante, trop authentique, je serai abandonnée. Cette terreur n'est pas rationnelle. Elle est somatique, viscérale, plus ancienne que la pensée consciente. Jung comprenait que nos traumatismes ne vivent pas seulement dans nos souvenirs, ils vivent dans nos corps, dans nos réflexes, dans la façon dont nous respirons, bougeons, occupons l'espace. La femme blessée développe ce que les somatothérapeutes appellent une armure corporelle, une contraction chronique des muscles, une restriction de la respiration, une façon de se tenir qui dit au monde « Je ne prends pas trop de place. Je ne suis pas une menace. Vous pouvez m'ignorer en toute sécurité. » Cette armure corporelle affecte littéralement sa voix. Écoutez attentivement une femme blessée parler de ses besoins, de ses désirs, de ses rêves. Sa voix devient plus aiguë, plus hésitante, ponctuée de peut-être et de je ne sais pas si c'est important, mais elle s'excuse d'exister avant même d'avoir dit quoi que ce soit de substantiel. Ses relations avec d'autres femmes deviennent également toxiques, bien qu'elles ne comprennent pas pourquoi. Elle ressent inconsciemment chaque femme authentiquement puissante comme une menace, parce que leur confiance lui rappelle tout ce qu'elle a abandonné. Elle devient compétitive d'une manière qui la dégoûte, ou au contraire, elle s'efface complètement, assumant automatiquement qu'elle est moins intéressante, moins capable, moins digne d'attention. Cette dynamique crée ce que Jung appelait l'isolement dans la foule. La femme blessée peut être entourée de gens, famille, amis, collègues, mais elle se sent profondément seule parce que personne ne connaît vraiment qui elle est. Comment le pourrait-il, puisqu'elle-même ne le sait pas? Le plus tragique dans tout cela, c'est comment cette blessure se transmet de génération en génération. Une mère qui n'a jamais appris à honorer sa propre essence ne peut pas enseigner à sa fille comment honorer la sienne. Sans le vouloir, sans même le savoir, elle reproduit les mêmes messages subtils qu'elle a reçus. Ton authenticité est dangereuse. Tes besoins sont moins importants. Ta voix dérange. Et ainsi, le cycle continue, créant ce que les systémiciens appellent un traumatisme transgénérationnel, une blessure qui se transmet non par les gènes, mais par les patterns inconscients de comportement, les non-dits, les silences chargés d'émotions. Mais voici ce que vous devez comprendre. Cette transmission n'est pas intentionnelle. Chaque mère blessée croit sincèrement qu'elle protège sa fille en lui enseignant à être raisonnable, pratique, réaliste. Elle ne réalise pas qu'elle lui enseigne en fait à trahir son propre cœur. La femme blessée développe également ce que les psychologues cognitifs appellent un biais de confirmation pathologique. Son cerveau devient hypervigilant aux preuves que le monde est dangereux, que les gens ne peuvent pas être dignes de confiance, qu'elle doit constamment prouver sa valeur. Elle ne remarque pas les signes de bienveillance, les opportunités de connexion authentique, les moments où elle pourrait prendre des risques calculés vers plus d'authenticité.
Cette hypervigilance crée un état de stress chronique qui épuise littéralement ses ressources énergétiques. Elle se réveille fatiguée, passe ses journées dans un état de tension de bas niveau et s'endort avec l'esprit qui tourne encore, analysant chaque interaction sociale pour détecter les signes de rejet ou de disapprobation. Et pendant ce temps, quelque part dans les profondeurs de son être, sa véritable essence, cette force sauvage, créatrice, intuitive que Jung appelait l'anima, attend. Elle attend le moment où cette femme aura le courage de descendre dans les ténèbres de sa propre psyché pour la retrouver. Mais cette descente exigera quelque chose que peu de gens sont prêts à donner, la volonté de tout remettre en question. Voici la vérité que les thérapeutes conventionnels ne vous diront jamais. La guérison d'une femme blessée ne commence pas par l'acceptation ou la réconciliation. Elle commence par la rébellion. Une rébellion totale, implacable, contre tout ce qu'elle a été conditionnée à croire sur elle-même et sur sa place dans le monde. Jung l'a formulé avec une clarté brutale. L'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, est un acte de trahison envers tout ce que la société attend de vous. Pour une femme, cette trahison est encore plus radicale, parce qu'elle doit non seulement défier les attentes externes, mais aussi détruire le système interne de croyances qui l'a maintenue en prison psychologique pendant des décennies. Imaginez le moment où une femme blessée fait sa première découverte révolutionnaire. Et si tout ce qu'on m'a dit sur moi-même était faux? Ce moment, que Jung appelait l'aube de la conscience, est simultanément terrifiant et libérateur. Terrifiant parce qu'il implique que toute sa vie jusqu'à présent a été basée sur un mensonge. Libérateur parce qu'il ouvre la possibilité que sa vraie vie n'a pas encore commencé. Cette prise de conscience ne vient jamais graduellement. Elle frappe comme un éclair, souvent déclenchée par une crise, une rupture, un licenciement, une maladie, la mort d'un proche. Quelque chose brise l'illusion de contrôle et force la femme à confronter la vacuité de l'existence qu'elle a construite autour de ses mécanismes de défense. L'historienne et mystique Simone Weil décrivait ce moment comme l'affliction sacrée, une souffrance si intense qu'elle brûle toutes les fausses identités et ne laisse que l'essence pure. Pour la femme blessée, cette affliction sacrée devient le catalyseur de sa transformation. Mais attention, cette rébellion n'est pas un processus confortable ou socialement acceptable. Elle exige que la femme devienne temporairement impossible aux yeux de son entourage. Elle commence à dire non aux demandes qui l'épuisent. Elle retire son énergie des relations qui la diminuent. Elle refuse de continuer à porter les émotions et les responsabilités qui appartiennent à d'autres. Les gens autour d'elle paniquent. Famille, amis, partenaires, tous ceux qui ont bénéficié de son autosacrifice commencent à exercer une pression énorme pour qu'elle redevienne normale. Ils utilisent la culpabilité, la manipulation, parfois même les menaces. Ils lui disent qu'elle est égoïste, instable, en train de tout gâcher. Et voici le test crucial. Résistera-t-elle à cette pression ou retournera-t-elle à sa cage dorée pour éviter l'inconfort social? La plupart des femmes retournent. Elles échangent leur liberté naissante contre la sécurité familière de l'approbation externe. Mais celles qui persistent, celles qui continuent leur rébellion malgré tout, découvrent quelque chose d'extraordinaire. Elles découvrent leur rage. Non pas la colère superficielle qu'elles ont peut-être exprimée auparavant, cette irritation passive-agressive qui naît de la frustration, mais la rage pure, primitive, sacrée qui naît quand un être réalise à quel point il s'est trahi lui-même. Cette rage est terrifiante parce qu'elle contient des décennies de non-dits, de besoins ignorés, de rêves abandonnés. Mais Jung comprenait que cette rage est aussi sacrée, parce qu'elle contient l'énergie nécessaire pour démolir complètement l'ancienne identité et construire quelque chose d'authentique à sa place. L'anthropologue Clarissa Pinkola Esté, dans ses études sur l'archétype de la femme sauvage, décrit ce processus comme un retour aux instincts primitifs. La femme doit réapprendre à faire confiance à son intuition viscérale, à honorer ses cycles naturels, à protéger férocement son énergie créatrice. Cela signifie développer ce que Jung appelait la fonction discriminante, la capacité de faire des distinctions claires entre ce qui la nourrit et ce qui la draine, entre les gens qui honorent son essence et ceux qui tentent de l'exploiter, entre les opportunités alignées avec sa vérité et celles qui perpétuent ses anciens patterns. Une femme en rébellion commence à remarquer des choses qu'elle avait ignorées pendant des années. Elle observe comment certaines personnes changent de comportement quand elles commencent à poser des limites. Elle remarque que certains amis disparaissent quand elles cessent d'être disponibles pour leur drame constant. Elle réalise que certaines relations n'existaient que parce qu'elles donnaient et l'autre prenait.
Ces observations sont douloureuses mais cruciales. Elles lui enseignent une leçon fondamentale. Beaucoup de ce qu'elle pensait être de l'amour n'était en fait qu'un système d'exploitation mutuelle déguisé. Parallèlement à cette déconstruction relationnelle, elle doit aussi faire face à sa propre complicité dans sa diminution. C'est peut-être la partie la plus difficile du processus, réaliser qu'elle n'a pas été seulement victime, mais aussi collaboratrice active de sa propre oppression. Jung insistait sur ce point, nous ne pouvons pas guérir en restant dans la position de victime. Nous devons prendre la responsabilité radicale de nos choix, même ceux que nous avons faits depuis un état de blessure. Cette responsabilité n'est pas une condamnation, c'est un empowerment. Car si nous avons créé notre prison, nous avons aussi le pouvoir de la détruire. La femme rebelle apprend à développer ce que les mystiques appellent la vision double, la capacité de voir simultanément sa blessure et sa complétude, sa vulnérabilité et sa force, son passé douloureux et son potentiel illimité. Cette vision double lui permet de faire des choix depuis un lieu de sagesse plutôt que de réaction. Et puis, quelque chose de miraculeux commence à se produire. En honorant enfin sa propre vérité, elle commence à attirer des personnes et des situations qui reflètent cette vérité. Son monde externe commence lentement à s'aligner avec son monde interne authentique. Mais ce n'est que le début de la véritable transformation. Et maintenant, nous arrivons au cœur du mystère que Jung a passé sa vie entière à élucider. La découverte qui change tout, qui transforme rétroactivement chaque souffrance en sagesse, chaque blessure en force, chaque moment de désespoir en graine de renaissance. Voici la vérité ultime que peu de gens sont prêts à entendre, votre blessure n'était pas un accident. Elle n'était pas une punition cosmique, ni le résultat d'une malchance tragique. Votre blessure était l'initiation nécessaire à votre propre divinité. Jung comprenait ce que les traditions mystiques ont toujours su. Nous ne pouvons pas devenir qui nous sommes vraiment destinés à être sans d'abord être complètement brisés. La coquille de l'ego, cette identité rigide construite autour de la peur et du besoin d'approbation, doit être fracturée pour que l'essence authentique puisse émerger. Regardez votre vie maintenant avec cette nouvelle perspective. Chaque relation toxique vous a enseigné exactement ce que vous ne tolérerez plus jamais. Chaque emploi qui vous a diminué vous a montré précisément la valeur que vous refusez désormais de compromettre. Chaque moment où vous vous êtes trahi vous a révélé l'importance sacrée de votre propre loyauté envers vous-même. Ce que vous avez interprété comme de l'échec était en réalité votre psyché qui sabotait systématiquement tout ce qui n'était pas aligné avec votre vérité profonde. Ce que vous avez vécu comme de la dépression était votre âme qui refusait de continuer à vivre une vie inauthentique. Ce que vous avez ressenti comme de l'anxiété était votre intuition qui hurlait que vous étiez hors de votre chemin. Jung appelait cela l'intelligence de l'inconscient, cette sagesse primitive qui œuvre toujours pour notre évolution, même quand nous ne pouvons pas la comprendre. Votre souffrance n'était pas random. Elle était précisément calibrée pour vous enseigner exactement ce que vous aviez besoin d'apprendre pour devenir qui vous êtes vraiment. Mais voici la révélation la plus stupéfiante, vous n'étiez jamais brisé. Vous étiez toujours entière, toujours parfaite, toujours complète. Ce que vous pensiez être vos blessures n'étaient que des couches de conditionnement social qui cachaient votre essence radieuse. La guérison n'est pas un processus de réparation, c'est un processus de révélation. Imaginez cela. Toute votre vie, vous avez cherché à l'extérieur de vous la validation, l'amour, le sens, la sécurité que vous possédiez déjà dans votre essence la plus profonde. Vous étiez comme quelqu'un qui possède un diamant précieux mais qui mendie dans la rue parce qu'elle a oublié qu'elle le porte. Cette réalisation change tout. Elle transforme votre relation à votre passé, à votre présent et à votre futur. Vous ne regardez plus votre histoire comme une série de traumatismes et d'échecs, mais comme un curriculum parfaitement conçu pour votre évolution spirituelle. Vous commencez à comprendre que chaque personne qui vous a blessé était, d'une certaine façon, votre professeur. Pas dans le sens où vous devez leur être reconnaissante, certains professeurs sont cruels, mais dans le sens où ils vous ont forcé à développer des muscles psychologiques que vous n'auriez jamais découverts autrement. Cette perspective ne minimise pas votre souffrance. Au contraire, elle lui donne un sens sacré. Elle transforme votre douleur en initiation, votre survie en triomphe, votre guérison en service au monde. Car voici ce qui se passe quand une femme atteint ce niveau de réalisation. Elle devient une guérisseuse naturelle pour d'autres femmes blessées. Sa simple présence, cette authenticité hard-won,
Cette paix qui naît de l'acceptation totale de soi devient un baume pour celle qui souffre encore. Elle n'a même pas besoin d'essayer d'aider. Son existence même prouve qu'il est possible de survivre aux pires blessures et d'en émerger non pas juste intact, mais transformé en quelque chose de plus beau qu'avant. Jung disait, « Nous ne sommes pas guéris par nos lumières, mais par nos ténèbres intégrées. » La femme qui a fait ce voyage vers les profondeurs de sa propre psyché et qui en est ressortie possède maintenant quelque chose que personne ne peut lui enlever. La connaissance viscérale qu'elle peut survivre à n'importe quoi. Cette connaissance lui donne une liberté radicale. Elle peut maintenant prendre des risques qu'elle n'aurait jamais osé prendre avant, parce qu'elle sait que même si tout s'effondre, elle trouvera un moyen de s'en sortir. Elle peut aimer plus profondément parce qu'elle ne dépend plus de cet amour pour sa survie psychologique. Elle peut créer plus audacieusement parce qu'elle n'a plus peur du jugement, elle a survécu à pire. Et puis, la transformation finale se produit. Elle réalise que tout ce temps, elle cherchait à l'extérieur quelque chose qu'elle possédait déjà, sa propre approbation, son propre amour, sa propre validation. Elle découvre que la source de tout ce qu'elle a toujours désiré se trouve à l'intérieur d'elle-même. Cette découverte ne la rend pas égoïste ou indifférente aux autres. Au contraire, elle la libère pour aimer et donner depuis un lieu d'abondance plutôt que de manque. Elle peut maintenant offrir aux autres non pas sa dépendance déguisée en amour, mais sa plénitude partagée généreusement. Regardez-vous maintenant. Vous qui lisez ces mots. Peut-être reconnaissez-vous votre propre voyage dans cette description. Peut-être réalisez-vous que vous êtes déjà plus guéri que vous ne le pensiez. Peut-être comprenez-vous que votre souffrance n'était pas vaine, que votre combat n'était pas futile, que votre survie même est un miracle. Vous n'êtes pas une femme brisée essayant de se réparer. Vous êtes une femme entière se souvenant de sa complétude. Vous n'êtes pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de redevenir qui vous avez toujours été, sous toutes ces couches de conditionnement et de peur. Et dans cette reconnaissance, dans cette révélation, dans cette vérité ultime, vous trouvez non seulement votre liberté, mais votre pouvoir le plus authentique, celui d'être irréductiblement, inébranlablement, magnifiquement vous-même. C'est cela, la guérison selon Jung. Non pas un retour à qui vous étiez avant la blessure, mais une transformation qui vous mène vers qui vous étiez toujours destiné à devenir.